Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Société québécoise de déficience intellectuelle. Vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. À 1 minute de la fin, je vais vous faire un signe de la main ou un signe vocal pour que vous sachiez que vous devez conclure. Je vous invite tout d'abord à vous présenter, puis ensuite à tout de suite commencer votre exposé. Bienvenue. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés, ainsi que Maître Marcellet. La Société québécoise à déficience intellectuelle est un organisme provincial de représentation et de promotion des droits et des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Plus de 90 organismes et associations et des milliers de familles à travers la province font partie du réseau de la Société. La Société est également un des 4 organismes nationaux de personnes handicapées reconnus par le gouvernement du Québec comme des interlocuteurs privilégiés et représentatifs des personnes handicapées. Je suis France Loca, présidente de la Société québécoise à déficience intellectuelle. Je suis accompagnée de Mme Carole Tavernier, qui est membre du conseil d'administration, ainsi que Mme Annick Larose, la directrice générale de la Société, et Samuel Rago, conseiller aux politiques publiques. Veuillez noter que nous sommes toutes les 3 mères d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle. Pour la Société québécoise de la déficience intellectuelle, le projet de loi est une avancée significative. Le principe de la sauvegarde des droits des personnes ainsi que l'emphase mise sur le respect de la capacité juridique sont des bases solides pour l'avenir de la société québécoise. En effet, malgré les droits inscrits dans les chartes ainsi que les engagements internationaux pris par le Canada, il demeure que les régimes de protection actuels ne respectent que très rarement ces droits fondamentaux, étant souvent perçus comme des régimes mur à mur, faisant perdre leurs droits aux personnes handicapées ou ayant un besoin de représentation. En ce sens, la refonte de la loi et l'apparition de régimes de protection et de mesures plus respectueuses des droits des personnes sont des avancées significatives. Puisque nous n'avons pas d'opposition fondamentale aux dispositions prévues au projet de loi, nous nous attarderons plutôt sur les réserves que nous ne pouvons avoir actuellement. En effet, de nombreuses questions restent en suspens pour lesquelles il faudra obtenir des réponses claires et convaincantes afin de pouvoir prétendre à la mise en œuvre de régimes de protection vraiment respectueux des personnes. Je vais vous présenter les réserves, quelques réserves que nous avons. Donc, elles portent tant sur la mise en œuvre de la loi que dans la façon dont les personnes pourront se réapproprier leurs droits. Un certain nombre d'inconnus restent également en suspens pour les familles qui auront besoin de formation, d'accompagnement et d'encadrement. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, il sera fondamental que le projet de loi inclue des dispositions d'évaluation de l'impact des nouvelles mesures proposées de façon périodique et en collaboration avec les groupes représentant les différentes populations concernées. D'ailleurs, la Société est toujours très partante pour collaborer en ce sens-là. La première réserve qu'on a concerne la modulation de la tutelle, telle qu'il est proposé dans le projet de loi. L'article 48, qui porte justement sur la modulation de la tutelle, ne garantit pas une obligation de modulation par les tribunaux. En fait, c'est à peu près mot pour mot le même article que ce qui existe dans la loi actuellement, dans le Code civil. Or, l'objectif de sauvegarde des droits ne peut être atteint si la tutelle n'est pas modulée par les tribunaux. C'est principalement l'objectif du projet de loi. Il est impératif de faire en sorte que l'article 48 oblige les tribunaux à moduler concrètement la tutelle. On le sait actuellement que les tribunaux peuvent déjà moduler la tutelle, mais ne le font que très rarement. Or, si on veut avoir un équilibre entre la sauvegarde et l'exercice des droits, mais il faut que les tribunaux soient contraints de moduler la tutelle. D'importantes questions subsistent également quant à la disposition de la pleine administration des biens par les tuteurs qui étaient auparavant curateurs. Il s'agit d'une décision conséquente avec le reste du projet de loi, la fin de la pleine administration et le recours obligatoire au conseil de tutelle ainsi qu'à l'approbation des tribunaux pour toute opération de plus de 25 000 $ touchant le patrimoine de la personne risque de devenir rapidement une embûche pour les familles.
Et on se questionne justement sur ce 25 000 $-là, pourquoi le législateur n'a pas augmenté ce seuil depuis 1991, donc depuis le nouveau Code civil. Soulignons que cette disposition pourrait, par exemple, entraver la capacité des familles à gérer l'argent placé dans les régimes enregistrés d'épargne invalidité d'une personne sous tutelle ou encore rendre très complexe la renégociation d'une hypothèque. Ces biens et avoirs, généralement légués par les parents, sont souvent indispensables au maintien des conditions de vie des personnes sous tutelle, pour qui les seuls programmes d'aide financière de dernier recours ne suffisent pas. Les recours aux tribunaux, pour chaque décision pouvant avoir un impact financier dépassant 25 000 $, représentent une complexité administrative ainsi qu'un fardeau financier qu'il faudrait éviter, en plus de garantir un engorgement des systèmes de justice à terme. Ainsi, il semble que l'équilibre nécessaire entre la sauvegarde du patrimoine de la personne sous tutelle et la capacité de gérer les biens pour le tuteur ne soit pas atteint. Une plus grande flexibilité serait donc souhaitable. Je vais vous parler maintenant des évaluations qui doivent prendre en compte les spécificités, nous croyons, de la déficience intellectuelle. Donc, la déficience intellectuelle est parfois plus difficile à détecter. Il est impératif qu'elle soit bien comprise par les intervenants afin de s'assurer de la sauvegarde des droits de la personne. Une des préoccupations également de la société est liée à l'apprentissage des droits et libertés par les personnes visées par les nouveaux régimes de protection. Grâce à la modulation de la tutelle, certaines personnes pourraient bénéficier à nouveau de droits qu'elles ne pouvaient plus exercer avant. Cela demandera une période d'ajustement, mais surtout de la formation et de l'encadrement afin de s'assurer de l'utilisation à bon escient de ces droits. Les familles, je ne pourrais que trop insister là-dessus, les familles auront également besoin de soutien et d'accompagnement pour soutenir les personnes dans l'apprentissage de l'exercice des droits, mais aussi pour bien comprendre les nouvelles mesures introduites par le projet de loi. Dans un contexte d'épisodes de services, de fermeture de dossiers, de chaises vides, le réseau de la santé et des services sociaux ne semble pas actuellement en mesure de fournir l'accompagnement nécessaire aux personnes, à la famille et aux proches. Pour ce faire, à notre avis, il faudrait des investissements massifs dans ce réseau pour soutenir adéquatement les gens. Soulignons par ailleurs que les groupes communautaires n'ont pas les ressources pour accueillir une telle tâche. Le nouveau nom du curateur, on voulait vous en parler, directeur de la protection des personnes vulnérables, reste dans une perspective de prise de décision substituée et base encore son action sur la vulnérabilité et l'incapacité des personnes, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit du projet de loi. Il aurait été plus adéquat, à notre humble avis, de choisir une dénomination moins brutale pour la personne visée et qui ne sont pas seulement vulnérables, mais qui sont bien plus que ça. D'autres titres plus souples et moins stigmatisants auraient pu être retenus, directeur des personnes en besoin de protection ou, ce qu'on préfère, directeur des personnes en besoin de représentation ou d'assistance. Une des autres réserves que l'on a actuellement dans la société est le besoin d'avoir un outil de mesure d'impact des réformes législatives, ce qui n'est pas présent actuellement dans le projet de loi. Il serait souhaitable, dans le fond, que le projet de loi contienne des éléments d'évaluation, de rétroaction en lien avec la communauté des personnes handicapées et des aînés, des autres professionnels et autres groupes concernés par la mise en œuvre de la loi. Par exemple, par le biais d'un comité consultatif ou encore d'une recherche universitaire, comme ça existe dans d'autres politiques publiques. Une autre réserve que l'on a à la société, qui est une réserve qui est omniprésente, pas juste pour ce projet de loi, mais c'est les frais liés aux démarches. Les personnes handicapées sont souvent marginalisées socialement et économiquement. Il semble important de souligner que les démarches judiciaires pour l'ouverture des régimes de protection sont souvent très coûteuses. On parle, par exemple, d'un timbre judiciaire qui coûte 350 $. Pourquoi ne pas l'avoir aboli en même temps que d'avoir procédé à une réforme législative? Ces frais ont des effets dissuasifs. On est capable de le voir, de le documenter, on l'entend sur le terrain. C'est des effets dissuasifs quant à l'exercice des droits des personnes, ce qui est quand même particulièrement important et grave. Rappelons qu'à l'heure actuelle, par ailleurs, les critères pour être exemptés des honoraires facturés par le curateur ont souvent pour effet d'exclure des personnes qui ont des faibles revenus, mais qui ont, par exemple, hérité d'un patrimoine. Alors, ça peut être un problème, évidemment.
Ainsi, bien que la loi vise à protéger les personnes les plus vulnérables, les coûts élevés ont plutôt tendance à repousser le plus longtemps possible les démarches pour l'ouverture des régimes de protection. Réduire, voire supprimer ces frais aurait nécessairement un impact positif pour les personnes. Il vous reste moins de 20 secondes. Il est clair pour la société que les démarches d'ouverture d'une tutelle devraient être simplifiées. Rappelons que ces démarches sont souvent initiées par des parents, déjà débordés par l'ensemble des démarches administratives avec d'autres ministères et d'autres organismes et qui ont peu d'aide pour le faire. Cette préoccupation de simplification est d'autant plus présente que pour les familles, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont diagnostiquées dès l'enfance et que de nombreuses évaluations attestent de leurs conditions existent déjà dans leur dossier. Je vous remercie. Pour votre exposé, à 4. Nous allons maintenant débuter la période d'échange avec Monsieur le ministre. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous quatre pour cette présentation. Bon mémoire, beaucoup de suggestions, beaucoup de recommandations. D'abord, comme je disais aux interlocuteurs avant vous, je comprends que vous accueillez très favorablement le projet de loi. Évidemment, vous avez des questions, puis on est ici pour y répondre, ou plutôt pour vous écouter, et puis tous ensemble pour éventuellement y apporter des améliorations. J'ai peut-être une ou deux questions. D'abord, parce que vous êtes passé rapidement là-dessus tantôt, puis j'aimerais vraiment vous entendre. Quand vous parlez de la spécificité des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et de l'importance de tenir compte de cette spécificité-là dans l'évaluation, comment on fait? Selon vous, comment on peut arriver à ça? Pour nous, c'est vraiment une préoccupation parce que c'est sûr que la façon d'interagir avec une personne qui a une déficience intellectuelle, le lien qu'on a avec cette personne-là, la façon je pense que c'est pas, faut avoir quand même une certaine expertise ou en tout cas, il faut avoir une préoccupation par rapport à ça. Donc, je vous dirais qu'on l'a réfléchi aussi en fonction que ce n'est pas on le pense beaucoup en fonction des personnes qui sont vieillissantes, mais la personne qui a une déficience intellectuelle, elle n'est pas en perte d'autonomie, elle est en conquête d'autonomie. Donc, c'est une posture qui est complètement différente. Donc, et puis on sait qu'en déficience intellectuelle, ce qui est difficile, c'est toute la notion d'abstraction. Donc, c'est sûr que la façon qu'on va approcher la personne, la façon qu'on va lui parler, les consignes qu'on va lui donner, ça va avoir un changement au niveau de la façon qu'on va l'évaluer, qu'on va pouvoir soutirer la substantifique moelle de comment qu'elle pense. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête et d'être bien préparé à la chose. Et c'est pas tous et chacun qui peuvent le faire et arriver justement au résultat optimal. Je dis pas qu'il faut gommer la réalité, c'est pas ça, mais la façon qu'on va poser les questions, la façon qu'on va mettre la personne à l'aise ou mal à l'aise va avoir des conséquences ou des suites sur l'évaluation. Donc, et c'est sûr que d'avoir des professionnels qui sont habitués de travailler en déficience intellectuelle, bien, ça change la posture. C'est ça qu'on voulait dire. C'est intéressant. Je peux peut-être ça va maintenant à la deuxième question, mais je peux peut-être aussi vous rassurer en disant, puis au bénéfice des collègues, il y a 4 personnes sur 10 qui vit avec une inaptitude qui est liée à la déficience intellectuelle. Donc, ça fait un bassin qui est très important dans tout ce bassin de gens qui vivent avec une inaptitude. Donc, évidemment, il y aura beaucoup de besoins de formation, d'information, et je pense que nécessairement, il faudra garder ça en tête parce qu'on s'adresse, dans ce cas-ci, à 40% des gens qu'on veut rejoindre. Là. Donc, je vous dirais, il y a peut-être cet élément-là. Et ça m'amène à la deuxième question. Vous venez d'y faire allusion. L'augmentation des délais de réévaluation à 10 ans. C'est dans votre mémoire. Vous demandez que le délai de réévaluation médicale soit 10 ans dans les cas de handicap permanent. Donc, on comprend que vous parlez de la déficience intellectuelle. Actuellement, c'est 3 ans pour les gens qui sont sous tutelle ou qui ont un conseiller au majeur, 5 ans pour ceux qui sont sous curatelle. Avec le projet de loi, les délais vont être déterminés par le tribunal. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant. Le tribunal va devoir tenir compte des spécificités et tout ça. Je sais que vous savez déjà ça, donc je vais passer rapidement. Mais
quel serait l'avantage d'augmenter à 10 ans? Parce qu'en même temps, on veut, vous l'avez dit tantôt, les gens sont à la conquête d'autonomie. Donc, je suis curieux de voir l'avantage, ce serait quoi, compte tenu du fait que nous, on veut évidemment leur donner le plus possible d'autonomie, être capable de leur donner le plus d'autonomie le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr que l'évaluation médicale là, qu'on disait aux 10 ans, c'est sûr qu'il y a des situations qui ne changent pas. Donc, c'est sûr que la préoccupation qu'on a, on l'a dit tantôt, on est 3 parents. C'est très souvent la lourdeur, je vous dirais, pour cette situation-là, mais en règle générale, la lourdeur qui est demandée aux parents de démarche. C'est ça qui rend la vie difficile parfois des familles. Donc, je suis consciente qu'effectivement, il faut toujours préserver et réévaluer, mais c'est sûr que dans certaines situations où la chose est claire, pourquoi recommencer et de refaire des évaluations médicales et recommencer la lourdeur quand c'est pas quand la situation n'a pas changé. Très souvent, quand il y a une déficience intellectuelle, la situation va rester sensiblement la même. Il n'y a pas possibilité. C'est pas une maladie ou c'est pas. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on avait. Jamais dans une idée de vouloir cloisonner les gens puis de pas que ça bouge, mais c'est vraiment pour soulager, je vous dirais, la famille quand la situation est fort probable va rester la même. Là. Parce que vous l'avez bien dit, ça parle. Vous dites on ne guérit pas. Vous dites on ne guérit pas, par exemple, de la déficience intellectuelle. Vous avez raison. Donc, je comprends mieux votre point. Puis, je dirais là-dessus qu'effectivement, on peut se demander peut-être 2 choses. Est-ce qu'effectivement, on peut ajuster ce délai-là? Il y a ça. Mais sinon, par ailleurs, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut assouplir tout le processus? Mais je veux vous dire, il y a d'ouverture. Oui, mais on est très heureux de l'entendre. J'ai terminé, je peux passer la Bien. parole. La députée de Les Plaines désire prendre la parole ou... Oui. Oui, c'est le cas. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Combien de temps? 9 minutes, 30. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur le ministre. Bienvenue. Je pense que c'est important de souligner que votre mémoire est solide et bien conçue. Je vais me permettre de lire une citation que vous avez faite en point de presse. Ce projet de loi est majeur pour les personnes ayant une déficience intellectuelle puisque ces dernières vont enfin voir leur capacité reconnue plutôt que leurs limitations. Elle passe en quelque sorte du statut d'objet au statut de sujet. En reconnaissant la capacité juridique des personnes, le gouvernement du Québec rejoint finalement d'autres juridictions dans le monde dans le respect des conventions internationales sur les personnes ayant un besoin de protection. Évidemment, c'est l'essence même du projet de loi qui est déposé. Et moi, ce que je me demandais au cours dans la lecture de votre mémoire, puis au cours de ce que vous avez posé comme question, comment est-ce que le projet de loi pourrait être bonifié davantage en incluant et en prenant en compte les différents intervenants du milieu? Vous avez parlé de formation, évidemment, on va parler de communication, j'imagine, et comment on peut en arriver à mieux harmoniser ces regroupements. Je suis bavarde, donc je vais voir mes collègues. Oui, mais je pense que c'est fondamental. Il va y avoir tout un travail. Je pense que Maître Marcelet, vous êtes bien au fait de ça, puis très conscient de ça. C'est un changement majeur. Donc, tout changement, c'est sûr que ça inquiète des parents. Hein? On voit des inquiétudes parce que, bon, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est normal. Donc, il va y avoir beaucoup de formation à faire, d'information. Et un changement, moi, je trouve que c'est un changement de posture. Donc, d'emblée, et nous, on ne peut qu'être contents de ça parce qu'on n'arrête pas de répéter de l'importance, justement, de la personne, de lui redonner ses droits, de lui donner son autodétermination. En même temps, on est un peu, parfois, dans une attitude, dans une situation un peu où, oui, on a ça, mais en même temps, on veut les protéger. Donc, il y a l'aspect
je vous dirais, de pousser, mais ça, c'est vraiment le paradoxe de parents où on est, hein? Donc, il faut égarrocher en bas du nid, mais en même temps, pas trop. Donc, il faut un peu, donc c'est un peu tout ça qu'il faut s'assurer. Et je pense que, avec ce que je vois, en tout cas, c'est sûr qu'on accueille favorablement, mais il reste encore dans l'application certains questionnements. Donc, c'est sûr que quand arrivera le temps de l'application, et là, c'est là ça va être super important que les milieux comprennent, parce qu'il y a beaucoup aussi de parents qui ne font pas nécessairement les démarches parce que, justement, ils arrivent quand même à travailler, l'enfant arrive à 18 ans avec la banque et tout ça, on arrive, mais ils ne font pas nécessairement la démarche comme telle, mais peut-être justement, avec une mesure d'assistance, peut-être ça va répondre favorablement pour certains, ceux qui ont une déficience intellectuelle plus importante, la tutelle modulée, comment elle va se moduler, cette tutelle-là, et tout de suite. C'est sûr qu'il reste beaucoup de choses en suspens, mais je vous dirais que l'essence même, on ne peut pas être contre. Mais en même temps, quand on change les choses, quand on change le paradigme, arrive justement la sensibilisation, l'éducation, puis également, c'est de la gestion de changement. Là. Donc, c'est sûr qu'il va falloir suivre ça de près. Techniquement, c'est... les propositions sont bonnes, c'est dans l'application. C'est là, on a sondé un peu nos membres, c'est là aussi qu'il y a des inquiétudes. Mais en même temps, c'est le genre humain. Quand on change quelque chose, c'est normal d'être inquiet, donc on attend des réponses. Je vais aller de façon un petit peu plus pointue. Vous parlez aussi de l'instauration de la possibilité d'avoir 2 parents comme tuteurs. Parlez-nous un petit peu, parce que vous dites qu'évidemment, avant l'âge de 18 ans, ce sont les parents. Passé 18 ans, on a un tuteur. Et vous dites que cela convient à certaines familles, mais pas à d'autres. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. C'est sûr c'est une situation, effectivement, on nous a soulevée. Donc, pourquoi ne pas donner la possibilité, lorsque dans la famille, pourquoi, rendu à 18 ans, quand la personne est mineure, ce sont les 2 parents qui sont... Et pourquoi, rendu à 18 ans, il faut en choisir un des 2, dans une idée où, là, si les deux veulent collaborer, travailler ensemble, pourquoi ne pas donner cette possibilité-là d'avoir les 2? C'est une proposition qu'on nous a demandé, en tout cas qu'on pensait qui pourrait être intéressante dans un contexte aussi où on sait que dans les familles où il y a un enfant à besoin particulier, il y a quand même passablement de couples qui se séparent. Donc, quand c'est la volonté et que ce soit les 2, pourquoi ça ne pourrait pas être offert également, comme lorsque l'enfant était mineur? Donc, pour plus s'adapter à la réalité. Puis aussi, il y a des couples, le partage des tâches, c'est très 2019, ça, me semble. La saveur du jour. Autre question, toujours sur cette portion-là. Vous dites aussi le besoin pour les parents de pouvoir nommer un tuteur remplaçant sans passer par la cour, donc le mandat pour autrui. Oui, je l'explique encore. Donc, ça a été vraiment très spécifiquement nommé par les personnes qu'on a consultées. C'est que justement, quand la personne elle-même, le tuteur lui-même, vit des difficultés, parce que les parents vieillissent et eux-mêmes peuvent avoir des difficultés, pourquoi qu'ils n'auraient pas la possibilité de choisir eux-mêmes la personne qui va prendre le relais? Donc ça, c'est un élément, puis je pense que c'est très sécurisant pour les familles de pouvoir justement choisir et puis passer le bâton à ça peut être un frère ou une sœur, mais que ce soit le choix du tuteur de pouvoir le faire. Sans rentrer dans les détails, c'est une disposition qui existe en France qui s'appelle le mandat pour autrui, qui généralement est notarié dans le testament ou dans un autre document faisant office d'eux, qui permet en fait d'éviter de passer par la cour nécessairement, d'avoir une démarche de plus, alors que souvent si la personne est rendue à devoir nommer un tuteur ou une tutrice remplaçant ou remplaçante, c'est qu'elle est déjà en train d'avoir elle-même des difficultés. Le but, c'est essentiellement d'alléger le fardeau administratif, juridique des familles pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus léger puis beaucoup plus tranquillisant en termes de tranquillité d'esprit, disons. C'est une mesure qui existe. Puis la France a pas mal copié les régimes de protection du Québec, alors qu'ils ont juste modifié ça puis ajouté ça. Donc on pourrait récupérer nos régimes puis récupérer leurs améliorations.
au passage. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes? OK. Oui. Ouais, Le ministre? Le veut ministre... conclure? Allez, on cède la parole au ministre. Une dernière question. Donc, tantôt, vous l'avez effleuré. J'aimerais vous parler des coûts relatifs à la présentation d'une demande de nomination d'un représentant temporaire. Comme ça, précisément. Vous dites dans votre mémoire que ce serait important pour vous que les frais qui sont associés aux demandes de nomination d'un représentant temporaire soient éliminés ou réduits considérablement. Je veux quand même porter à votre attention, j'imagine que vous avez vu, puis je voudrais vous entendre là-dessus, l'article 147 du projet de loi modifie la loi sur l'aide juridique et ça rend donc les demandes relatives à la représentation temporaire d'un majeur inapte admissibles à l'aide juridique. Est-ce que pour vous, cette mesure-là, elle est suffisante ou est-ce que ça répond du moins au questionnement que vous avez? En 1 minute. En 1 minute? Non. Non? Allez-y, on vous écoute. Pour quelle raison? Non, beaucoup de personnes ne sont pas admissibles à l'aide juridique parce qu'elles ont un patrimoine trop élevé. Par exemple, une personne qui va hériter d'une maison, son patrimoine vient d'exploser littéralement, même si elle n'en a que l'usufruit réellement. Son patrimoine est quand même trop élevé, par exemple. Alors non, c'est pas nécessairement suffisant. Il y a tous les frais de cours, tous les frais d'expertise, tous les frais d'examen de dossier, etc., qui sont quand même trop élevés. Puis, c'est un bon pas. C'est un pas dans la bonne direction. Oui, c'est ça. C'est un pas dans la bonne direction, mais non, c'est pas suffisant, malheureusement. D'accord. Merci. Ça termine le bloc d'échange avec le Parti formant le gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le ministre, Madame la députée de Les Plaines. Je cède maintenant la parole à la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame Allez-y. la Présidente. Je vais faire un peu de pouce sur ce qui vient d'interroger le ministre ainsi que ma collègue de La Plaine. Si je ne me trompe pas, aide juridique, il y a quand même des frais. Même si on consulte en aide juridique, alors peut-être ce serait quelque chose pour les gens qui n'ont pas un patrimoine à discuter aussi. Ça, ce serait quelque chose peut-être juste pour élaborer sur le point. S'ils ont un accès à un aide juridique, ils sont éligibles, bien, peut-être ce serait des frais qui pourraient être subventionnés. J'aimerais revenir sur le point qui était déjà abordé pour nommer le tuteur remplacement sans passer par le cours comme parent. Je suis mère d'un enfant qui souffre d'un déficit intellectuel. Je n'étais pas au courant de ceci. C'est quoi le pourcentage de parents que vous représentez présentement qui sont le tuteur d'une personne qui souffre d'une déficience intellectuelle? Parce que c'est sûr, c'est pas juste les parents, mais de le monde de qui que vous représentez, c'est quoi le pourcentage, savez-vous? Je ne sais pas. Cette statistique-là, nous, on est un regroupement, on regroupe près de 90 associations. C'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de familles, mais on n'a pas cette statistique-là. Moi, je sais par contre qu'il y a beaucoup de familles, dont je suis la première. Moi, j'ai une fille trisomique de 24 ans. Ma fille, elle n'a pas de régime de protection. On a toujours bien fonctionné, je vous dirais. Tout le monde sait qu'il faut ouvrir un compte de banque avant qu'elle ait 18 ans, si tu ne veux pas avoir de problème. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on arrive à trouver des façons, puis j'administre sa solidarité sociale, puis c'est à peu près tout. Ça ne nécessite pas nécessairement pour l'instant, mais éventuellement, en vieillissant, est-ce que, oui, là, je savais qu'il y avait des changements, je ne veux pas vous exposer ma vie, mais je savais qu'il y avait des changements, je dis, bon, c'est peut-être pas le temps de le faire, on va attendre, voir, est-ce que ça sera la mesure d'assistance, est-ce que ça sera une tutelle modulée, mais je sais qu'il y a beaucoup, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans la même situation que moi, qui, nous, on a la chance d'être au courant de tout et de bien comprendre, mais quand je dis que ça prend de l'éducation, c'est là aussi, parce que c'est pas clair dans la tête de bien des parents, c'est quoi les avantages, c'est quoi la plus-value, c'est quoi les démarches. Puis déjà, quand on a un enfant à besoin particulier, il y a beaucoup de démarches qu'on a entreprises depuis qu'ils sont tout petits, l'entrée à la garderie, l'école et ça, et là, de voir ça arriver, et avec la baisse de service après 21 ans, donc ça en fait beaucoup. Mais donc, une grande réponse pour vous dire que j'ai pas ce pourcentage-là, mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de parents, justement,
qui font un peu de peut-être d'aveuglement volontaire parce que justement, ça demande énormément de temps, d'argent et ainsi de suite. Présentement, on réalise comme parent. Je suis curatrice présentement de ma fille qui est handicapée depuis plusieurs années. On réalise que souvent, les parents sont obligés d'ouvrir des systèmes de protection, pas parce que l'enfant a besoin de protection, mais pour poser des gestes administratifs, la gestion financière, l'accès pour les consentements pour la RAMQ, pour toutes sortes de dossiers. On a besoin d'avoir le titre de tuteur ou de curateur. Et à ce moment-là, on ouvre un système, pas nécessairement pour les besoins de protection au sens où on l'entend, mais pour des gestes administratifs. Fait que c'est ça qu'il faut moduler là, pour déterminer. Je crois que le projet de loi est très bon, sauf qu'il va falloir faciliter la gestion pour les parents, dire l'accessibilité, pour ne pas alourdir tout le temps, là, pour qu'on se ramasse toujours devant des tribunaux pour faire des autorisations pour toutes sortes de gestes administratifs qu'on doit poser pour eux. Là. Vous me faites penser vraiment à les proches aidants, oui. Puis les familles naturelles, de privilégier on est des parents, on est des proches aidants, puis on est leur curateur en plus. Vous envoyez. Vous avez du 3 pour 1. Mais je peux imaginer à l'intérieur du projet de loi, il y aura une ouverture de privilégier la famille naturelle comme personne ayant besoin de plus de ressources ou de dire qu'il y aura peut-être la souplesse dans la loi pour leur donner un accès plus facile pour aider leur enfant, car aller en tutelle, curatelle vers le curateur public, peu importe ça va être quoi le nouveau nom. Je suis contente de voir qu'il va y avoir une modulation puis un changement, mais je peux imaginer aussi qu'il faut avoir plusieurs axes puis comment que ça... On a besoin d'une finesse à l'intérieur de ceci pour vraiment aider les parents parce que c'est pas du tout la même relation. Et d'aller vers le curateur public quand on peut avoir un proche aidant, quand on veut, on peut avoir la famille naturelle qui s'occupe de cette personne-là, mais c'est sûr, c'est ça qu'on veut privilégier comme société. Alors, je trouve ça très intéressant, surtout que votre point numéro 6, quand on parle de nomination, je sais qu'on n'a peut-être pas le pourcentage, mais j'ose croire que la majorité de la population, c'est des parents. Peut-être c'est pas ça, on n'a pas le chiffre exact, mais je peux imaginer que c'est quand même une population assez substantielle des gens qui sont nommés tuteurs. Vous avez parlé tantôt de le fameux 25 000. Moi aussi, je ne sais pas, probablement, on aura une explication plus tard pourquoi le 25 000. Avez-vous peut-être une autre suggestion pour un site? Parce que je peux comprendre aussi l'opposition de le curateur que c'est 500 $, c'est trop, c'est pas assez. Puis on veut bien gérer nos ressources aussi côté du gouvernement. Alors, est-ce que vous avez un chiffre magique peut-être à proposer pour ceci? Ajouter un 0? Un 0, OK. C'est vous qui le déterminez. Mais c'est clair. En revenant sur la même idée de patrimoine, j'ai écouté, puis probablement mes collègues aussi ont entendu ce matin en ondes Paul Arcan, M. McSween qui a parlé d'aller plus loin à l'intérieur du projet de loi par rapport à la flexibilité pour les ordres professionnels d'intervenir pour souligner quand on a une difficulté, quand on perd de la patrimoine, parce que c'est pas toujours des personnes, puis peut-être tout le monde veut bien gérer, mais c'est sûr, on se retrouve peut-être des fois, il y a du monde, je pense que lui, il a dit des gens qui veulent manger des bonbons. La maltraitance financière. Êtes-vous d'accord que ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à rajouter à l'intérieur du projet de loi ou peut-être plus loin à changer le Code civil aussi, de dire qu'on devrait avoir la flexibilité pour que les autres professionnels peuvent souligner quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la gestion financière de ces personnes-là, parce que présentement, ils ne peuvent pas. Il faut respecter le lien client, de la confidentialité, mais il faut quand même avoir une ouverture. Êtes-vous d'accord que ce serait quelque chose d'intéressant à poursuivre? Oui. Normalement, notre professionnel travaille pour le bien du public aussi. Donc, théoriquement, on s'en va vers le bien collectif, généralement, mais aussi le bien de la personne qui est représentée. Oui, on l'a vu sur d'autres projets de loi avant. Oui, pourquoi pas. C'est sûr qu'on n'est pas...
on n'est pas en ordre professionnel, puis on ne va pas faire le travail des ordres professionnels pour vous convaincre, mais oui, ça peut être une idée intéressante, certes. Êtes-vous face des fois avec des difficultés ou pensez-vous que ça nous prend un changement pour faciliter la dénonciation quand nous avons quelque chose à souligner qui ne va pas bien pour la population dans laquelle vous représentez? De manière générale, je pense que le processus de plainte, parfois, peut être questionnable. On entend souvent les parents dire « j'ai porté plainte, puis finalement, le système étant ce qu'il est, la personne revient bredouille ». Je pense que, entre nous, comme Société québécoise de déficience intellectuelle, on va toujours promouvoir le meilleur pour les personnes qu'on représente. Donc, c'est sûr que de mettre en place des mécanismes et puis d'affiner ces mécanismes-là pour pouvoir s'assurer de dénoncer quand on peut voir des situations de maltraitance, je pense que ça coule de source. Puis je pense que le fondement même, c'est ça. Mais en même temps, il faut toujours avoir en tête aussi que on a beaucoup de parents qui s'occupent des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Parfois, on se sent comme si on était aussi scruté à la loupe. Ça fait que c'est cette espèce de dosage-là entre surveiller puis en même temps de ne pas prendre pour acquis que la personne a des mauvaises intentions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'a priori, des fois, comme parents, on a l'impression mais on veut pas... la reddition de compte est lourde et ainsi de suite. Allégeons un peu, mais en même temps, restons vigilants par rapport à la maltraitance. Pour moi, il n'y a pas de négociation possible. Il reste moins d'1 minute à votre bloc d'échange. Moins d'1 minute. Alors, rapidement, vous avez souligné votre point numéro 7, l'image, les voies de photo de la carte assurance maladie. Est-ce qu'il y a autre exemple de ceci où la communauté est exclue de facto de certaines activités publiques? C'est ça qui nous a été plus souvent mentionné. Là. C'est beaucoup la Fédération des mouvements Personnes d'abord insiste beaucoup sur cet aspect-là. Et ça, pour justement, encore une fois, dans la participation sociale, fait partie également la représentation de l'image, donc, et qui ne se sentent pas exclus. Puis on va se le dire, ce sont des personnes qui aiment beaucoup ça, être devant les caméras. Donc je pense que de repenser, de profiter un peu de l'occasion pour repenser à ça, ce serait peut-être adéquat. Ce serait une volonté. Merci. Merci. C'est très bien, merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Sherbrooke. Merci. J'aimerais ça vous entendre davantage sur la complexité des démarches, les coûts associés à ces démarches-là. C'est quoi le parcours d'une personne qui veut ouvrir une curatelle? Quelles sont les étapes et combien ça peut coûter ce processus-là? Et en ce moment, les obstacles de ce parcours-là, lesquels ne sont pas répondus par le projet de loi? Tout d'abord, comme parent, quand on fait la demande, il faut demander une évaluation psychosociale. Il y a de longues listes d'attente. Puis si tu as le moindrement de moyens, tu vas aller en privé parce que tu ne voudras pas attendre encore de prolonger le délai. Et bien souvent, c'est que la majorité t'amène dans un cul-de-sac. Il y a urgence d'avoir le droit de le représenter, mais tu as plein de tracas administratifs. Fait que là, tu as 2 chemins qui s'offrent à toi, le public et le privé. Après ça, il va falloir... les évaluations médicales, c'est la même chose. Il faut attendre. Il faut constituer le conseil de famille. Il faut faire les démarches, là, de mémoire. Là, ça fait 15 ans que je suis passée par là. Mais le conseil de famille, le greffier, l'ouverture du régime de protection, tout ça, si ton enfant a déjà... est-ce que vous appelez ça comme la solidarité sociale, Lionel? Oui. OK. Si ton enfant bénéficie de solidarité sociale, tu vas avoir droit à l'aide juridique. Si tu n'as pas réussi à l'ouvrir encore, il n'y a pas droit. Fait que tu as toujours des embûches. Fait que le coût est variable dépendamment de c'est du cas par cas. C'est clair pour ça. Puis tout ça peut prendre environ combien de temps pour une personne qui attend dans le réseau public et pour une personne qui a les moyens d'aller au privé? C'est quoi le meilleur et le pire scénario? Anciennement, toute la procédure d'ouverture de régime de protection pour un enfant qui avait la déficience intellectuelle, ça prenait minimum 1 an. Maintenant, c'est variable, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça a dû augmenter parce que c'est sûr que les délais dans le réseau, en tout cas pour avoir une évaluation,
les délais sont très longs. Là, on parle d'années, au moins une année, pour attendre d'avoir une évaluation. 30 secondes au bloc. Puis, est-ce que vous avez des recommandations précises d'ajouts à faire dans la loi pour... parce que j'ai vu votre proposition par rapport aux enfants qui ont déjà le supplément là, pour enfants nécessitant des soins exceptionnels. Est-ce que vous en avez d'autres pour les enfants qui n'ont pas cette prestation-là? Rendre le ministre responsable de la simplification des démarches administratives entre les ministères, puis réinvestir dans le système de santé. Ça conclut le bloc. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation très détaillée. J'ai une question plus philosophique pour commencer parce qu'on vous entend. On a entendu avant vous des gens qui sont là pour la défense des personnes qui ont un problème de santé mentale. Donc, évidemment, votre perspective est complètement différente. Notamment, là, on voit des différences pour les montants. 25 000, vous vous dites qu'il faut ajouter un zéro. Eux, ils voulaient complètement que ce soit abandonné parce que... Est-ce que vous pensez que d'avoir, en quelque sorte, plus de modulation, plus de souplesse, mais de quand même avoir un système qui ne différencie pas, dans le fond, entre les différents groupes, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que vous pensez qu'on est capable, avec ce qui est là, d'être capable d'encadrer ça correctement, même si on est avec des... Vous l'avez très bien expliqué quand vous avez dit, nous, on est en conquête d'autonomie. Les aînés sont en perte d'autonomie. On a des gens qui sont en revendication de droits. Il peut y avoir des épisodes différents. Donc, est-ce que le projet de loi est adapté à cette réalité-là très changeante? C'est une bonne question parce qu'effectivement, on est toujours pris, comme je disais tantôt, dans une espèce de paradoxe entre, justement, redonner des droits, puis... et de justement passer du statut d'objet au statut de sujet, pour nous, c'est fondamental. Et en même temps, de protéger le plus possible les personnes qui ont à être protégées. Donc, moi, ce que je vois dans le projet de loi, je pense qu'il y a des possibilités de faire ça, mais c'est pas nécessairement simple. Je pense que tout va être dans la façon que, quand on parle de la tutelle modulée, comment elle va se moduler. Puis je pense que on dit le diable est dans les détails, là, mais je pense que ça va être beaucoup dans cet aspect-là où là, on va pouvoir peut-être couvrir... mais c'est vrai qu'au niveau philosophique, c'est vraiment très, très différent. Et c'est sûr que ce projet de loi-là vient aussi avec le fait qu'il y a un vieillissement de la population. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir des maladies dégénératives. Donc, c'est sûr que ça répond à ça également. Mais en même temps, il y a, comme on a dit, une grande proportion des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont touchées par ce projet de loi-là. Donc, je pense qu'il faut garder en tête cet élément-là, d'avoir la présomption de droit, de la capacité juridique. Ça, je pense que c'est important. D'où l'importance, justement, quand on évalue la personne, qu'on ait ça en tête. Mais ça va être délicat. C'est sûr que ça va être... c'est un travail qui va être difficile. Mais moi, j'ai confiance qu'on vient de changer un peu notre positionnement ou en tout cas notre posture par rapport à la façon qu'on voit la personne qui a une déficience intellectuelle. Puis on va lui donner le plus de possibilités d'exercer ses droits. Il va falloir l'accompagner, ça c'est clair. Puis il va falloir accompagner les familles. Ça termine le bloc d'échange. Très bien. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux. C'est très apprécié. La commission suspend ses travaux jusqu'à cet après-midi, après les affaires courantes, autour de 15h30. Bon dîner à tout le monde.